La conférence de presse de ce jour est dictée par l'actualité. Nous n'avons pas l'habitude de réagir immédiatement après chaque événement important de l'actualité à travers une conférence de presse. Très souvent, vous avez dû le remarquer, nous faisons des communiqués ou des déclarations. Nous savons aussi, nous pouvons tous le constater, que nos compatriotes lisent peu, ou en tout cas préfèrent la parole orale que la parole écrite. C'est pour cela que nous avons également choisi cette formule. D'abord pour échanger avec vous et au-delà de vous, parce que nous comptons sur vous pour être les relais de notre propre commentaire de l'actualité nationale. Donc à travers vous, communiquer avec l'ensemble de l'opinion nationale, voire internationale. On peut résumer la thématique de cette conférence de presse en une formule. Cameroun, le règne de l'inhumanité, du mépris et de l'incompétence. J'espère que, au terme de cette conférence de presse, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ces termes. Il n'y a dans notre esprit aucune volonté de manquer de respect à qui que ce soit. Mais il y a des constats que nous ne pouvons pas ne pas faire. Nous ne pouvons pas nous soustraire toujours à l'obligation d'éclairer les Camerounais sur la marche de notre pays. Je vais illustrer les trois termes que j'ai utilisés en 5 points de l'actualité nationale. Premièrement, le calvaire des enseignants et le traitement du mouvement des enseignants. On a trop souffert, en abrégé OTS. Deuxièmement, la tragédie du Mont Bankolo. Troisièmement, la décoration choquante des membres de la Task Force pour la CAN 2019-2022 et la Covid-19. Quatrièmement, la réaction indigente du gouvernement à l'expansion du phénomène des coups d'État en Afrique. Cinquièmement, enfin, le martyre sans fin du MRC dans la région du Sud. Je vais commencer par le premier point. Le calvaire des enseignants et le traitement du mouvement des enseignants OTS. J'ai mal. J'ai vraiment mal au moment de parler de cette question. Le traitement que l'on réserve aux enseignants qui demandent qu'on leur paye leur dû. L'État ne conteste pas qu'il doit effectivement des arriérés à ces enseignants. Hormis même le fait que leur traitement est insuffisant, que les conditions dans lesquelles ils exercent pour former le futur du Cameroun, c'est-à-dire la jeunesse, ceux qui vont prendre le relais, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 15 ans, que ces conditions ne soient pas acceptables. Mais que même le peu
qui leur est dû, suivant les textes arrêtés et pris par l'État lui-même, que cela ne leur soit pas versé. Qu'est-ce qu'il y a de plus légitime qu'une telle revendication? J'ai mal, pourquoi? Parce que devant une telle revendication, on réagit comme toujours, ou on surréagit comme toujours dans notre pays, par la répression. Par la répression. Je ne peux pas vous dire combien de cas d'enseignants ont été portés à ma connaissance qui ont fait l'objet d'affectations disciplinaires depuis qu'ils formulent des revendications. Mais ce n'est plus ce sujet-là, ce n'est pas une question, ce n'est pas un sujet politique, ce n'est pas un sujet partisan. Je parle non pas uniquement comme dirigeant d'un parti politique, mais comme parent, comme citoyen de ce pays. L'éducation n'a pas de couleur politique. On ne peut pas les traiter de cette façon-là. On ne peut pas, on n'a pas le droit de les traiter de cette façon-là. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que dans un pays, il y a 3 corps en particulier qui méritent une attention spéciale en permanence. Le premier grand corps, ce sont les forces de défense et de sécurité. Parce que si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez rien espérer, ni à titre individuel, ni à titre collectif en tant que pays. Le deuxième corps, c'est la santé. Parce que si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien faire. Et le troisième corps, c'est l'éducation. Ce sont les 3. Non pas que les autres corps sociaux soient moins importants, mais ce sont ceux-là qui constituent le socle sur lequel tout pays, toute nation repose. Nous ne pouvons donc pas aborder cette question-là avec la lorgnette ou les prismes politiciens. C'est une question qui interpelle la nation et je voudrais exhorter les pouvoirs publics à aborder cette question de cette façon-là, dans cet esprit-là. Depuis que ça a repris cette année, vous avez constaté que le MRC ne s'est pas exprimé là-dessus. Nous avons au moins 2 bonnes raisons. La première, c'est que nous étions convaincus que l'État prendrait ses responsabilités et ne laisserait pas une telle situation perdurer parce qu'à l'évidence, nous détruisons le tissu social. J'ai revu ces derniers temps une vidéo de jeunes lycéens collégiens dans le sud, devant les services du gouverneur du sud, faisant solidarité, corps avec leurs enseignants. Parce que ce n'est pas une affaire des enseignants seuls, c'est une affaire des étudiants, c'est une affaire des parents, partout dans le monde. Si vous avez un enfant qui va à l'école chaque jour et que subitement il ne va plus à l'école, vous, parents, vous devez être inquiets. Ce n'est pas une affaire politicienne. Donc, nous ne nous sommes pas exprimés parce que nous attendions à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités, on lui laissait le temps. La deuxième raison, c'est que l'année dernière, en 2022, je crois que c'était en mars ou en avril, nous avons fait des propositions concrètes, en tenant compte justement des contraintes financières de l'État. En tant que parti responsable, qui est prêt à gouverner ce pays, nous proposons des solutions que nous-mêmes nous aurions appliquées si nous étions en capacité de le faire. Et notre solution avait 2 volets. Nous avons dit, l'État doit faire un effort exceptionnel pour payer aux enseignants 50% immédiatement de leurs revendications. Et le reste de 50%, il faut les titriser. Il faut les émettre sous forme de titres que les enseignants détiendraient parce qu'ils auraient l'assurance qu'un titre, en fait, est un document qui vous permet de pouvoir même approcher une banque pour obtenir de l'argent, quitte à concéder une décote. Mais surtout, c'est un document qui vous donne l'assurance que de toute façon, l'État vous paiera en toutes circonstances et dans des délais. Je pense que les enseignants n'ont pas compris notre discours, ou en tout cas certains d'entre eux. Ils ont préféré céder au discours et aux sirènes du gouvernement où on leur a dit tel ministère justement organise une réunion. Au cours de cette réunion, en mars 2022, le gouvernement a promis qu'au mois d'août 2023, tous les problèmes soulevés par les enseignants seraient liquidés. Nous sommes en octobre et ça n'a pas été fait. Comment peut-on
diriger notre pays de cette façon-là. Et espérer justement qu'on ne va pas aller en déclinant. Parce que si nous acceptons que nos enfants ne suivent pas un cursus normal, qu'ils aient une année scolaire bâclée, qu'ils aient des connaissances insuffisantes ou incomplètes parce que leurs enseignants ne sont pas en capacité de transmettre les connaissances, de les encadrer efficacement. Ça veut dire donc que nous sommes les artisans, nous sommes nos propres fossoyeurs. Nous sommes les fossoyeurs de la nation camerounaise. Il faut que ceux-là qui sont en charge des affaires du pays aient le courage de l'assumer. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me rend triste. Non seulement parce que je suis enseignant, fondamentalement à la base et le reste dans l'âme, et que je comprends parfaitement la situation des enseignants, et que ça aurait même pu s'étendre au supérieur, parce que si je vous dis la condition de l'enseignant du supérieur au Cameroun, comparé à des pays qui n'ont pas notre niveau de développement en Afrique, vous n'allez pas me croire, vous allez pleurer. Si je vous dis quel était mon salaire au moment où j'allais à la retraite, alors que j'étais dans le grade le plus élevé dans l'enseignement supérieur, vous n'allez pas croire. Mais on travaille parce qu'on est au service de son pays. Alors qu'on a des offres meilleures, mirobolantes ailleurs. Il faut aussi que ceux qui sont de l'autre côté, qui ont les manettes, qui tiennent les manettes de l'État, soient conscients du sacrifice que les enseignants consentent. Je reviens donc aux enseignants du secondaire et même du primaire pour dire qu'il y a quelque chose à faire. Non seulement pour les rendre fiers de leur métier, mais pour les mettre dans des conditions optimales pour former au mieux la jeunesse camerounaise. Ça, c'est un message que je lance en responsabilité, en tant que dirigeant d'un parti politique au pouvoir public camerounais. Ne détruisons pas notre pays, à cause justement des négligences qui sont des négligences coupables. Je voudrais dire ici toute la solidarité du mouvement pour la renaissance du Cameroun, toute notre solidarité totale pour les revendications légitimes des enseignants. Mais je ne peux pas terminer ce point sans attirer l'attention des Camerounais sur une chose. Parce que justement, la situation dramatique des enseignants nous enseigne une leçon. À chaque fois, quand il y a un problème social, dès que les partis politiques veulent en parler, on dit c'est de la récupération politique. Moi, je n'ai pas peur de dire oui, je récupère politiquement. C'est mon devoir de récupérer politiquement. C'est le travail politique de récupérer politiquement. Vous voulez qui récupère? Donc, vraiment, ne soyez pas gênés quand on dit c'est de la récupération politique. C'est notre métier en tant que parti politique. D'ailleurs, quel est le sujet qui n'est pas politique? Et si justement nous ne faisions pas l'écho des préoccupations de nos compatriotes, à quoi servirions-nous? Donc, ne vous laissez pas distraire ou effrayer par ce terme. En revanche, la grande leçon que nous devons tirer de cet événement, ceux qui disent qu'ils ne font pas de politique, soit parce qu'ils ne veulent pas être récupérés politiquement, soit parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, soit parce qu'ils ne veulent pas avoir des jets d'eau sur eux. Est-ce que les enseignants là, qui ont reçu les jets d'eau, est-ce qu'ils étaient militants du MRC? Est-ce que les enseignants là, qui ne reçoivent pas leur salaire, est-ce que c'est parce qu'ils sont militants du MRC? J'ai même vu des vidéos où certains d'entre eux, si ce n'était pas aussi triste, je me serais mis à sourire. Mais certains d'entre eux revendiquaient leur amour sans borne pour le RDPC et son président. Et à la fin demandaient, oui, il faut payer nos salaires. On les a appelés par derrière pour payer leur salaire, peut-être. Mais il faut qu'ils sachent, et que tous les Camerounais sachent, que nous devons avoir un comportement citoyen pour préserver nos droits, pour les protéger, les revendiquer lorsqu'ils sont bafoués, en respectant et en protégeant, j'allais dire, le devenir de notre pays. Mais nous ne devons jamais avoir un sentiment de culpabilité ni de honte lorsque nous défendons nos droits.
Nous devons les défendre sans concession et avec courage et détermination. C'est légitime. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ne peut pas donner à manger à sa famille d'aller encadrer des enfants. C'est aussi simple que ça. Donc cessez de dire, oui, moi je ne fais pas de la politique. Mais les autres feront la politique à votre place. On ne vous demande pas de militer au MRC. Je ne vous demande même pas de militer dans quelque parti que ce soit. Mais on peut défendre ses droits en tant que citoyen sans avoir même besoin de militer dans un parti politique. Est-ce que vous-même, vous faites même ce minimum-là? Vous ne le faites pas. Donc, l'histoire, cette histoire dramatique des enseignants doit nous servir de leçon. Soyons des citoyens conscients et responsables. Nous ne pouvons pas, alors que les lois de notre pays sont claires, subir en permanence. Alors que nous avons des revendications légitimes, continuer de nous taire et de pleurer dans notre petit coin. Voilà ce que je voulais vous dire en disant que ce qui me frappe et ce qui conforte le régime et le pouvoir actuel dans sa posture, c'est ce que j'appelle notre capacité de résignation et notre incapacité d'indignation collective. Notre capacité de résignation et notre incapacité d'indignation collective. Lorsque nous sommes face à quelque chose qui n'est pas bien, je suis obligé d'utiliser ce terme, c'est une catégorie morale, c'est un terme moral, mais la société est faite de cela. S'il n'y a pas, j'allais dire, des normes morales, la société est perdue. Donc, lorsque nous sommes face à quelque chose qui est bien, nous devons nous accorder pour dire que cette chose est bien. Lorsque nous sommes devant quelque chose qui est mal, qui est mauvaise, nous devons être tous d'accord pour dire que cette chose est mauvaise. Ne commençons pas à chercher des excuses. Je le redirai encore plusieurs fois à la conclusion de mon propos, mais je dois dire ici d'ores et déjà qu'un des plus graves crimes politiques que le régime actuel, je dis bien, c'est d'avoir installé le tribalisme et la division. Du coup, on a tribalisé la douleur comme on a tribalisé la joie. Vous êtes joyeux, vous êtes content, bah, c'est votre problème si vous êtes de telle tribu. Vous êtes triste, vous êtes dans la douleur, vous êtes mécontent, c'est votre problème si vous êtes de l'autre tribu. Alors que le mal est le mal partout et pour toujours. Nous devons le combattre résolument, d'où que nous venions. La joie doit être partagée, communicative, dans un pays où l'on se sent comme nation, où l'on se considère comme un peuple uni. C'est pour cela que nous nous sommes engagés en politique. Apporter notre modeste contribution à la construction de cela. Brique par brique, construire une nation camerounaise en dépit de difficultés et de l'adversité. Et croyez-moi, rien ne nous découragera sur le chemin. Mon deuxième point, c'est la tragédie du Mont Bankolo. Je voudrais vous demander que l'on se lève pour une minute de silence pour tous nos compatriotes que nous avons perdus dans cette tragédie et ceux qui viennent d'ailleurs de s'y ajouter, si vous avez suivi l'actualité, plus de 19 morts dans un accident de la circulation à Efok. Je vous remercie. Je vous remercie. Lorsqu'on observe la réaction du gouvernement à la suite de la tragédie du Mont Bankolo, on est perplexe, on est partagé entre, le sentiment d'une incompétence sidérante
et sentiment de légèreté. Incompétence, pourquoi? Je vous dis d'emblée que je ne chercherai pas ici à établir les responsabilités. Ce n'est pas mon travail. La justice n'a qu'à s'en charger. On pointe beaucoup de gens de doigts dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas mon travail. Je prends les faits tels qu'ils se présentent. Lorsqu'un événement, que nous l'appelions catastrophe naturelle ou pas, c'est-à-dire que ce soit naturel ou pas, mais lorsque un gouvernement est face à une catastrophe, il y a des manières de réagir universellement établies. Vous me direz qu'il y a eu la visite d'au moins 2 membres du gouvernement sur le site. C'est vrai, c'est incontestable. Mais lorsqu'il y a un événement d'une telle ampleur, le premier réflexe, c'est de tenir une réunion de crise interministérielle. C'est-à-dire que vous réunissez tous les acteurs du gouvernement qui doivent pouvoir intervenir en pareille circonstance. Ce n'est pas l'affaire d'un seul département ministériel, même si un département ministériel peut avoir la charge de la coordination. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez un tel désastre, ça implique les questions de logement, ça implique les questions de santé, ça implique les questions de sécurité, ça implique les questions psychologiques. Et naturellement, il y a des conséquences financières. Donc il y a une crise interministérielle, il y a une réunion interministérielle. Peu importe à quel niveau ça se tient. Cette réunion doit pouvoir répartir les tâches. Qui fait quoi? Bien sûr, il existe une direction de la protection civile au ministère de l'administration territoriale qui a ses propres responsabilités, mais qui n'a pas à elle toute seule l'ensemble des moyens en termes de ressources humaines et d'équipements pour intervenir. J'étais sur le site et j'entendais encore des populations qui nous interpellaient en disant « Mais nous, il y a encore des corps là, dans le bas-fond, vous devez nous aider à les sortir de là. » Et comment moi je fais? Je leur ai dit, nous sommes un modeste parti politique venu vous exprimer notre compassion. Mais personne ne peut remplacer l'État dans ses responsabilités. Et justement, en pareille circonstance, je me serais attendu à voir sur le terrain des sapeurs-pompiers en train d'aider à sortir des corps jusqu'à ce que le dernier corps soit sorti. Aussi longtemps que cela serait nécessaire. On se serait attendu à voir des cellules de suivi psychologique. Que pensez-vous que devient une personne qui a vu sa maison partir avec l'ensemble des membres de sa famille? Vous croyez que mentalement, cette personne est encore saine, bien, elle peut rire avec vous, mais elle n'est plus avec vous. Elle est sous le choc. Et le choc psychologique peut laisser justement des séquelles que l'on ne peut pas résorber. Donc, il faut cela. Au lieu de quoi, qu'est-ce que nous avons vu sur le site? Je ne cite que ces 2 cas. Nous avons vu sur le site 2 membres du gouvernement, dont l'un, et croyant bien faire, dit que le président de la République, en fonction, a envoyé des matelas et des couvertures. Je ne sais pas si lui-même, il mesure le dommage qu'il a causé à l'image de ce chef, de ce président-là, de la République-là. En l'associant, c'est-à-dire que dans toute sa sagesse et sa longue expérience, il n'a trouvé rien d'autre à envoyer en pareille circonstance, où les maisons étaient parties, il n'y a plus de maisons. Il n'y avait plus que de la boue, et nous sommes en saison de pluie. Qu'est-ce qu'il trouve à envoyer? Des matelas et des couvertures. Il faut à un moment donné que l'on sache raison garder, il faut être responsable. Les fonctions que les uns et les autres occupent sont extrêmement importantes et symboliques. On n'a pas besoin, pour montrer son amour sans borne pour le chef de l'État, d'entrer dans ce genre de... Excusez-moi, je ne veux pas être désobligeant vis-à-vis des gens, mais
ça ressemblait à un vaudeville. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire une pièce de théâtre de mauvais goût, quoi. On ne fait pas des choses comme ça. Nous avons essayé de nous enquérir de la situation. Il se trouve que, effectivement, certaines familles ont été installées, très provisoirement, à la maison du RDPC, ce qu'on appelle la permanence du RDPC de Konkana. Très bien. Une vingtaine de familles, semble-t-il. Les matelas qu'on a annoncés, il y a plus d'une dizaine de familles là-bas. Mais d'après nos investigations, il y a eu 10 matelas et 10 couvertures. Un matelas et une couverture par famille. Au moment où nous vous parlons, nous avons pu recenser provisoirement au moins 18 blessés sérieux. Certains ne sont pas pris en charge puisqu'on a vu avec le visage tuméfié, enflé, que l'hôpital n'a pas voulu garder. Peut-être, je ne suis pas à la place des médecins, peut-être ont-ils jugé que ce n'est pas aussi grave que cela. Mais pour, j'allais dire, un homme ordinaire qui n'est pas du métier, comme nous voyons ça de l'extérieur, on est quand même, on se dit, le visage, là, les yeux presque fermés par les hématomes sur son visage. On se dit, bon, mais peu importe, il y en a 18 à peu près. Mais il n'y a pas de suivi psychologique. Dans le communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il était question que le gouvernement prenne en charge, totalement en charge, les familles sinistrées, notamment en les recasant, notamment sur le plan nutritionnel, et sur le plan de la santé, entre autres. Nos investigations montrent que les familles ont reçu 5 kg de riz et un morceau de savon. Je dis, on peut se tromper. Nous pouvons nous tromper. Ça peut être des informations tronquées. Mais je dis, nous avons été sur le terrain. C'est ce qui en ressort. Donc, ce n'est pas une invention. Nous avons entendu les gens. C'est ce que j'appelle vraiment une incompétence sidérante. Lorsque vous êtes dans une telle situation de crise, l'État ne manque pas d'infrastructures qui auraient pu héberger temporairement ces populations. Qu'est-ce que vous faites même du palais des sports? On aurait même pu les installer là-bas. Et si l'État n'avait même pas d'autres infrastructures, l'État a le pouvoir de réquisition. L'État peut réquisitionner. Donc même des hangars de particuliers en disant nous allons loger les gens là, le temps que l'on puisse effectivement les recaser. Nous allons pouvoir les prendre en charge, effectivement. Et si je suis ici meurtri par cette façon d'agir, c'est que vous devez savoir, mes chers amis, que la protection civile fait l'objet d'une attention particulière au Cameroun. Non seulement parce qu'il y a une direction qui s'en occupe au ministère de l'administration territoriale, mais parce que le budget de la protection civile n'est pas négligeable, de la direction de la protection civile. Elle est pour 2023 de 7,3 milliards de francs CFA. 7,3 milliards de francs CFA. Sur les 40,400 millions du budget du ministère de l'administration territoriale. 40 milliards 400 millions. En augmentation de 10%, d'environ 10%. Non, le budget de la direction de la protection civile est en augmentation de 10%. Le budget du ministère est passé de 36,4 milliards, 400 milliards à 40,400 milliards. Donc il y a eu un peu plus de 4 milliards d'augmentation, dans lesquels il y a eu plus de 10% d'augmentation pour la direction de la protection civile. Nous ne devions donc pas affronter ces problèmes-là avec une telle impression d'indigence. Le législateur vote le budget. Le contribuable paye les impôts. C'est dans les caisses de l'État pour que vous vous occupiez des Camerounais. Dans la détresse, des Camerounais sinistrés, des Camerounais dans la douleur. Nous devons faire preuve d'humanité et de compassion. Ce que je vois là n'est pas digne de notre pays, d'une nation
comme la nôtre. Le troisième point sur lequel je voudrais me pencher, c'est la décoration choquante des membres de la Task Force de la CAN 2019-2022 et de la Covid-19. Qu'est-ce qui a bien pu justifier cette déclaration, cette décoration, je répète? Qu'est-ce qui a bien pu justifier cette décoration maintenant aujourd'hui? Quoi? Qu'est-ce qui a bien pu justifier? Parce que tout militait pour que cette décoration n'ait jamais lieu. Vous ne pouvez pas être dans une situation où des gens ont été clairement poursuivis, pointés du doigt pour leur mauvaise gestion et les décorer. Prenons d'abord la CAN. Ce n'est pas vous et moi qui avons dit, pour ne prendre que le complexe d'Olembe, que le complexe d'Olembe finalement n'a été réduit qu'à la construction du stade, alors qu'il devait également accueillir un hôtel de classe internationale, d'autres infrastructures sportives. On n'a construit que le stade. De surcroît, la construction de ce stade est inachevée à ce jour. Elle est inachevée. Donc, on a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations et amené le président de la République du Cameroun dans un stade qui était inachevé et qui de surcroît portait son nom. Et ce sont les mêmes qui vont chanter tous les jours, qui l'aiment beaucoup. Quand même. Vous ne pouvez pas avoir reconnu vous-même cela. On a fait plusieurs avenants au contrat initial. On a vu la pantalonnade avec McGill, les chiffres, ça et là. Et on décore les gens pour cela. Et on décore les gens pour cela. Nous savons tous ce qui s'est dit pour les stades de Douala, pour les stades de Garoua et ailleurs, où un responsable d'une des entreprises adjudicataires de ce marché a clairement donné des chiffres à l'aise. Quand on l'a interpellé pour dire, mais d'où vient-il qu'un sac de ciment soit à tel prix, à 14 000 francs? Et je sais plus quoi encore. Il a dit que non, ce sont des... Nous ne pouvons pas comprendre, il y a beaucoup d'autres choses dedans, mais ce sont les prix internationaux. 14 000 francs, le sac de ciment, dans un pays où il y a au moins 3 entreprises qui produisent du ciment, dont on connaît le prix du ciment sur le marché. Même si ce sont des ciments spéciaux, on y passe. Mais ce n'est pas ça, je ne reviens pas pour refaire l'histoire, c'est que, sachant tout cela, on a organisé la décoration de cette task force. Est-ce que c'était indispensable? Pourquoi on ajoute à notre douleur l'insulte? Je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure sur l'insulte. Cette façon de mépriser les Camerounais qu'ont nos dirigeants actuels. Cette morgue qui fait que on a le sentiment de dire, bon, on a fait, qu'est-ce que vous pouvez faire? On l'a fait, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas bien pour un pays, parce que nous créons un état psychologique tel que les choses deviennent incontrôlables, difficiles à gérer. Les modérations n'opèrent plus à un moment donné. Covid-19, c'est le gouvernement lui-même. Ce n'est même pas l'opinion camerounaise qui a avancé les choses. C'est le gouvernement lui-même qui commande un rapport d'audit à la Chambre des comptes. Je vous dirai d'ailleurs tout à l'heure pourquoi le gouvernement l'a fait. Commande un rapport d'audit. Et le rapport d'audit arrive avec des choses terribles, cinglantes. Dit qu'il y a eu des abus. Je cite le rapport d'audit. Il y a eu des abus dans la gestion, dans l'attribution des marchés, dans l'exécution des marchés liés au Covid. Dit qu'elle n'a pas recensé moins de 36
fautes de gestion, 36 fautes de gestion. Dans le langage d'une instance comme la Chambre des comptes, cela veut dire qu'il y a eu des actes irréguliers qui ont entraîné des pertes financières pour l'État. Donc il y a eu des distractions de fonds partout, que ce soit par la corruption, que ce soit par la surfacturation et autres. Mais la Cour des comptes, la Chambre des comptes ne peut pas dire corruption. Elle ne peut pas le dire. Pourquoi? Ce n'est pas à elle. Elle fait un rapport d'audit. La qualification de l'infraction appartient au juge pénal. C'est pour cela qu'on a engagé, vous vous souvenez-vous-en, des procédures. On a donné l'impression, du moins, d'avoir engagé des procédures pénales devant le TCS à un moment donné. Et puis, silence radio. Alors, quand j'ai écouté les discours accompagnant ces décorations, je me suis demandé, mais est-il adressé au peuple camerounais, à l'opinion camerounaise, ou bien c'est un pic qu'un camp de ceux qui sont aux affaires jette à l'autre camp? Comme pour dire, vous aviez même osé engager des procédures pénales contre nous, procédures judiciaires contre nous. Nous décorons pour vous montrer que tout s'est bien passé. Parce que si c'est en direction de l'opinion camerounaise, je suis simplement atterré, parce que c'est ridicule à ce moment-là. Parce que non content de le faire, est-ce qu'on avait besoin d'injurier, de tenir des propos injurieux à l'endroit des Camerounais, ou en tout cas à ceux qui étaient les destinataires de ce message, en disant des gens qui sont dans la spéculation, on a utilisé toutes sortes de formules discourtoises. Parce que si c'est nous qui parlons de cette façon-là, on va dire qu'on manque du respect. Mais comment les plus hauts dirigeants du pays, parmi les plus hauts dirigeants du pays, peuvent tenir ce genre de langage? Eux, plus que quiconque, sont astreints justement à la correction dans l'expression. Parce qu'ils doivent garder leur sang-froid en toutes circonstances. Ils doivent le garder en toutes circonstances. C'est leur fonction qui leur impose cela. À la suite du coup d'État intervenu au Gabon, je crois le 28 septembre dernier, le gouvernement fait un communiqué presque un mois plus tard pour condamner ceux qui spéculent sur l'hypothèse d'un coup d'État au Cameroun, ceux qui commandent là-dessus, et condamne fermement la prise du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels, c'est-à-dire au moyen de coup d'État militaire. Et j'applaudis. Et j'applaudis des deux mains. Quel démocrate peut ne pas être d'accord avec cette posture? C'est une position que nous partageons, que nous défendons. Mais ce qui frappe et ce qui choque et ce qui est à mes yeux est inacceptable, c'est qu'à aucun moment dans ce communiqué, le porte-parole du gouvernement n'a condamné deux communicants officiels du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui ont appelé au coup d'État si le candidat du MRC sortait vainqueur de l'élection présidentielle de 2025 ou même de 2032. On est remué au plus profond de soi-même. Et on se demande, mais qui sont les dirigeants du Cameroun d'aujourd'hui? Où est-ce qu'ils mènent le pays de cette manière-là? Vous condamnez le principe du coup d'État et des communicants sortant des rangs de votre parti politique, de vos rangs, tiennent de tels propos, n'ont jamais été démentis ou condamnés ou recusés par le parti. Le parti, leur propre parti ne les a jamais condamnés. Le gouvernement ne l'a pas fait. Fait une sortie officielle pour condamner les coups d'État et ne dit rien, même de manière allusive à cette situation. C'est grave. Cela veut dire quoi? Que devons-nous comprendre? Que le gouvernement laisse comprendre implicitement qu'il y aurait deux types de coups d'État. Le bon et le mauvais. Le bon coup d'État, c'est celui qui viserait à faire perdre le pouvoir au RDPC.
Ça, c'est mauvais. Mais le bon coup d'État, c'est celui qui empêcherait le MRC d'arriver au pouvoir. Donc, qui permettrait au RDPC de conserver ad vitam aeternam le pouvoir. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est une gymnastique, une logique intellectuelle soutenable? Comment, jusqu'à présent, n'a-t-on pas condamné ces deux personnes qui ont fait des sorties réitérées par écrit et dont les vidéos circulent pour dire nous assumons que si le candidat présenté par le MRC gagne l'élection, venait à gagner l'élection présidentielle au Cameroun en 2025, il faudrait qu'il y ait un coup d'État. Il faudrait qu'il y ait un coup d'État. Et personne ne bouge. Donc le gouvernement lui-même se rend ridicule en faisant un communiqué comme celui-là. Et ça va peser lourd dans l'histoire de notre pays. Ça va peser lourd. Parce que j'en suis aujourd'hui à me poser la question suivante. Ces gens ont-ils déjà oublié ce qui s'est passé en avril 1984? L'ont-ils oublié? Ce ne sont pas eux-mêmes qui célèbrent les anniversaires en versant des larmes de crocodile. Ils disent qu'ils aiment le président en fonction et tolèrent des gens qui appellent au coup d'État alors qu'il a failli être renversé par un coup d'État. Dites-moi quelle est la logique. Dites-moi s'ils sont vraiment des soutiens de ce chef de l'État là. Est-ce vraiment ses soutiens? Peut-on faire des discriminations dans les coups d'État de cette façon-là? Dans ces conditions et dans ce contexte? On va réouvrir les pages de l'histoire dans ces conditions-là. Je me demande si les uns et les autres ont été aussi francs et sincères en 1984. C'est pas possible. Puisque lui aussi, il venait d'arriver au pouvoir il y avait 2 ans. Il a accédé au pouvoir en fait de 1982, en 84, c'est-à-dire à peine 1 an et demi après, il subissait un coup d'État. Et on vous dit, si quelqu'un est élu, il faut lui faire un coup d'État. N'est-ce pas une situation à peu près comparable? Il n'y a-t-il pas de parallèle à faire? Et vous vous taisez? Vous vous taisez? Et vous dites que vous défendez le régime? Ça va peser. Cette affaire n'est pas terminée. Parce que nous allons en parler et en parler encore. Tant qu'ils n'auront pas présenté des excuses au peuple camerounais sur ces déclarations, nous serons sur la brèche. Nous serons sur la brèche sur cette question. Il faut qu'ils le sachent. Donc, je pense que, évidemment, les gens perdent la raison dès lors qu'ils se sont assignés pour mission de conserver le pouvoir ad vitam aeternam. Mais je l'ai dit, vraiment à l'échelle humaine, le pouvoir éternel n'existe pas, c'est une illusion. Parce que tout pouvoir humain finit par finir. Donc les gens doivent se préparer pour que les Camerounais soient en mesure de vivre tranquillement en paix, ensemble, entre eux, comme une nation, demain. Je ne vais pas remonter plus loin. Je me contenterai d'évoquer les événements qui se sont produits en 2023. Parce que si je voulais remonter même seulement en 2018, je pourrais vous aligner toutes les maltraitances, les tortures, les emprisonnements, les violences sur nos militants. Mais je m'arrête en 2023. D'abord pour rappeler que le 26 août 2023, notre parti organisait ses élections internes dans le Sud. Après avoir fait, comme dans toutes les autres régions du pays, une correspondance officielle à monsieur le gouverneur de la région du Sud pour l'en informer en donnant le calendrier des élections. Nous l'avons fait dans toutes les autres régions et ça s'est très bien passé.
Mais au sud, quelle n'a pas été notre surprise? Que des élections qui se tenaient dans les maisons, ce n'était pas sur la voie publique. Ce n'était même pas dans des halls pour pouvoir accueillir des milliers de personnes, ou des centaines même de personnes. Non. Parce que le corps électoral chez nous est bien calibré et va en diminuant à partir de la base, puisque les unités élisent le bureau communal, les membres des bureaux communaux élisent les départementaux élisent la région. Donc le corps électoral se rétrécit, il n'y avait aucun risque. Mais vous avez tous été témoins des violences perpétrées sur nos camarades à Ebolova et à Saoulima. Alors que les autorités administratives étaient dûment informées. Qu'est-ce qu'on attend d'un parti politique? C'est pour moi l'occasion d'attirer votre attention, vous des médias. Vous avez une lourde responsabilité dans la trajectoire que prendra ou ne prendra pas notre pays. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes le quatrième pouvoir et être le pouvoir d'accompagnement du premier pouvoir, qui est l'exécutif. Non. Des journalistes, je ne vous apprends pas votre métier, croyez-moi. Je voulais juste quand même rappeler donc qu'il est élémentaire que les journalistes soient guidés par la recherche de la vérité, de l'information exacte. Je peux comprendre que des journalistes fassent l'impasse sur des informations touchant à la sécurité nationale, à la défense du secret de l'État. Mais lorsqu'il s'agit de la vie quotidienne de la nation, de la vie des citoyens, ils n'ont pas le droit de faire ce que je vois un certain nombre de vos confrères faire à longueur de journée dans les radios ou sur les plateaux de télévision. Poser les questions en les biaisant. Et quand vous répondez d'une certaine façon, on vous montre que vous n'avez rien compris. Nous n'avons jamais fait, je le dis ici, solennellement, nous n'avons jamais mené une activité publique au Cameroun sans la déclarer. Jamais. Au contraire, nous passons notre temps à interpeller les pouvoirs publics afin qu'ils respectent la loi. La loi de 1990, c'est clair, ce n'est pas nous qui l'avons écrite. La loi dit que vous faites la déclaration, que l'autorité administrative est tenue de vous délivrer immédiatement. Immédiatement, c'est dans la loi, c'est pas immédiatement. On ne vous dit même pas, allez pour revenir dans 1 heure. C'est là qu'on vous délivre. Et l'autorité administrative a parfaitement le pouvoir de dire, je ne vous la délivre pas parce que je veux le lieu, l'endroit choisi n'est pas bon. Je vous affecte un autre endroit. C'est là. Nous avons toujours déclaré. Les interdictions, quand elles ont eu lieu, ont toujours été prises par des autorités incompétentes. Je ne reviens pas longuement sur la marche, par exemple même de septembre 2020. On a déclaré les marches, même de 2019, dans toutes les sous-préfectures. Vous, les gens, allez marcher. Mais aucun sous-préfet, je vous mets au défi de montrer une décision d'un sous-préfet interdisant la marche. C'est le MINAT qui prend une correspondance au niveau central. Or, en matière de maintien de l'ordre, c'est une compétence liée, c'est le pouvoir du sous-préfet. Et non pas, ce n'est pas un domaine où on peut dire qui peut le plus, peut le moins. Non, le préfet ne peut pas le faire. Le gouverneur, non, encore moins le ministre. C'est le sous-préfet. Parce que le législateur a voulu que celui qui est le plus proche du terrain, qui connaît la situation, puisse être celui qui décide. Donc, mais vous êtes sur les plateaux de télévision, vous allez trouver pas un journaliste camerounais avec toute sa suffisance nonchalant. Oui, mais vous n'avez pas respecté la loi. Et maintenant, vous n'avez pas. Vous demandez, mais il parle en tant que Camerounais ou bien, c'est-à-dire que vous vous demandez, ben, il est dans son confort, lui il est bien, c'est vous qui avez des problèmes. C'est notre problème à nous tous. Nous n'avons jamais fait de manifestation non déclarée. Et donc, on a brutalisé nos amis dans le sud pour une élection interne. Enfin, comment, dites-moi, comment peut-on interdire à un parti d'organiser ces élections internes, de s'organiser en interne? Et ce n'est pas sur la voie publique. Dites-moi, quelle est la logique qui peut sous-tendre? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Mais on l'a fait. Deuxième événement, et c'est celui qui vient de se produire, nous avons déclaré depuis le 25 septembre,
par un courrier déposé contre décharge à la sous-préfecture notre meeting d'installation des responsables du MRC dans le sud après nos élections internes. Ce que nous avons fait ailleurs, comme vous avez vu dans d'autres régions. À l'ouest, dans le littoral 2, littoral 1, ici au centre, centre 1. C'était au sud que nous devions ce week-end samedi installer nos responsables dans la région du sud. On a déposé la déclaration le 27. À aucun moment on nous a dit non, il y a un autre événement prévu le même jour, encore moins au même endroit. Non. Parce que vous avez désormais sur les réseaux sociaux peut-être ou entre vos mains un arrêté du sous-préfet de Bolva 2. Je dis bien un arrêté, les mots sont importants, parce qu'on va revenir là-dessus. Un arrêté du sous-préfet de Bolva 2 qui interdit le meeting du MRC à Bolva le samedi 14. Cela est arrivé comment? C'est qu'il y a une semaine, une dizaine de jours à peu près, nos responsables élus de la région du Sud, n'ayant toujours pas eu de réaction du sous-préfet quant à la délivrance du récépissé de déclaration, vont à la sous-préfecture pour s'en enquérir. Et là, le sous-préfet de Bolova invite son collègue, son homologue de Bolova 2 pour qu'ils essayent ensemble de tenir un discours pour convaincre les responsables du MRC de ne pas organiser leur meeting d'installation de 14. Tenez-vous bien, le motif qu'il donne, c'est que la première dame va distribuer des dons dans la région. Je ne sais pas si c'était seulement à Bolova ou ailleurs également, mais c'est un argument. Et le deuxième, c'est que le secrétaire général du comité central du RDPC va en tournée près de sa barre dans la même période. Et on demande à nos responsables de la région du Sud de nous rendre compte à la direction nationale du parti. Ce qu'il fait. Et nous échangeons avec lui et nous disons aucun des motifs invoqués par le sous-préfet n'est de nature, d'une part, à causer un trouble à l'ordre public, d'autre part, à empêcher la tenue de notre meeting. Pourquoi? Premièrement, parce que notre meeting ne devait pas avoir lieu au même endroit que les manifestations éventuelles prévues par la première dame, en tout cas qu'on lui a prêté, et la réunion du secrétaire général du comité central, dont on nous dit qu'elle devait avoir lieu à la permanence du RDPC. Notre réunion, notre meeting ne pouvait pas avoir lieu à la permanence du RDPC. Nous avions demandé une infrastructure, soit un stade, au délégué régional des sports, qui n'avait pas opposé de refus. Donc, on répond de cette façon-là au sous-préfet en disant nous ne voyons vraiment aucune raison pour déplacer notre manifestation. On ne risque pas de se croiser. Ce n'est pas au même endroit. Et toutes les investigations faites d'ailleurs, il nous est revenu que les activités en question devaient prendre fin le 13, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc je ne sais pas si au moment où nous parlons, il y a un meeting du RDPC ou une réunion du RDPC qui se tient même pour eux. Mais je dis que même si c'était le cas, c'est à la permanence du RDPC, nous avions demandé des stades. En quoi est-ce que, si ici à Yaoundé, le MRC est en train de se réunir ici à Yaoundé 4, et le RDPC fait une réunion au Palais des Congrès, en quoi est-ce que l'un empêche l'autre? Pourquoi est-ce que ce serait un problème? Donc, voilà ce que monsieur le sous-préfet invoque dans son arrêté. Je vous lis, je dis patience, juste les visas. Je laisse les textes qu'il lise. Il dit, vu la lettre de déclaration de manifestation publique du 19 septembre 2023, enregistrée sous le numéro 0545 de monsieur le président de la section RDPC,
civile à Centre 2 pour la tenue des rencontres préparatoires en prélude à la tournée régionale du secrétaire général du comité central du séminaire de formation en prélude de formation du parti. On continue, vous voyez, on dit du parti, hein. C'est le parti unique. Parce qu'on disait à l'époque du parti, on avait un seul. On ne dit plus du RDPC, on dit du parti. Donc chacun doit comprendre que voilà, il y a un seul. Donc du parti prévu le 14 octobre 2023 à la maison. 14 octobre 2023 à la maison du parti de Covos. Je vous signale, je ne devais pas avoir l'outrecuidance de soupçonner M. le sous-préfet de quoi que ce soit. Mais est-ce que vous imaginez que notre déclaration a été déposée le 25 septembre? Donc on veut ici nous montrer l'antériorité de la déclaration du RDPC. Donc on met 19 septembre. Donc vous pensez donc que si à cette date le RDPC avait déjà déclaré, pourquoi le 25 on ne nous a pas dit que non, vous ne pouvez pas le 14 parce que le RDPC a déjà déclaré? Pourquoi on ne l'a pas fait? Pour attendre qu'en octobre, nous allions relancer le sous-préfet pour qu'il nous sorte la déclaration RDPC datant du 1er octobre. Vu la déclaration de manifestation publique datée du 28 septembre 2023 enregistrée sous le numéro 0576 de M. Abel Solodure, l'aide pour l'installation du bureau régional du mouvement pour la résistance du Cameroun, le 14 octobre. Maintenant, dernier visa, vu la lettre numéro 100, du 11 octobre, du 11 octobre 2023, de monsieur le délégué départemental du ministère de la ville, adressé à M. Abel Solodure, l'aide, dont le sous-préfet de Bolova, est ampliataire, signifiant à l'intéressé l'indisponibilité du stade de Covos pour la période indiquée, considérant les nécessités de préservation de l'ordre public, article 1er est et demeure interdit. La manifestation, je ne sais pas pourquoi on a dit demeure, c'est comme si on avait dit, bon, mais c'est le français, est et demeure interdit la manifestation d'installation du bureau régional du mouvement pour la résistance du Cameroun prévu le 14 octobre 2023 à 8h à 17h au stade municipal de Covos ou dans tout autre lieu. Je souligne, ou dans tout autre lieu de l'arrondissement du Bolova deuxième. Donc le problème n'est pas le problème du lieu. Puisqu'on vous dit, ce n'est ni à Covos, au stade municipal, ni nulle part ailleurs. Motif, indisponibilité de lieu de manifestation. 2. Risque de trouble à l'ordre public. Donc le commandant de la brigade territoriale à la gendarmerie, quel soit le premier dans le commissaire de justice, on ne pas déjà les médecins, tout ça là, dans le pays. On a dit qu'on n'a pas besoin de ça. Nous sommes des Camerounais. Nous tiendrons notre boutique dans le sud d'Afrique. Mais si nous ne dites pas à M. nous ne tiendrons pas ce samedi. Nous ne cherchons pas la transformation. Non. Mais nous le tiendrons. Nous le tiendrons quand nous aurons décidé, non pas à la date où M. le sous-préfet nous demande. Il est allé jusqu'à demander à notre régional, oui, mais il faut mettre ça une semaine ou deux après le passage du RDPC. Vous pouvez mettre le 11 novembre, je vous donnerai le récépissé. On veut nous transformer en mendiant d'un droit qui nous est reconnu par la législation et la constitution. Non. Nous tiendrons ce niveau quand nous aurons décidé. Là aussi. Donc je voulais souligner ça. Et souligner maintenant ce que M. le sous-préfet n'a pas dit et qui est grave pour lui. Parce qu'il a déjà signé la circulation. C'est à nous maintenant de décider si on va le ménager ou pas. Il a signé un arrêté d'interdiction. Pourtant, arrêté, il a violé manifestement la loi de 1990. L'article 55 de la loi du 19
décembre 1990 portant organisation de réunions et manifestations publiques dispose que le sous-préfet statue en la matière uniquement par voie de décision. Il ne peut pas prendre un article. Par voie de décision. Je vous donne encore l'article. Article 55. Allez lire. Je suppose donc qu'il a des collaborateurs. Il a des collaborateurs qui auraient donc dû attirer son attention. Mais comme il a réagi au cas de tout. Oui, parce que quand il a reçu la lettre, 1 heure après, il avait déjà signé la lettre. Donc il n'a même pas pris le temps d'examiner et de dire. Donc je dis que c'est nous maintenant qui allons savoir si nous allons l'excuser. Ou si nous allons le poursuivre même au pénal. Et à nous maintenant. Il a fait sa part. Il a interdit. Maintenant, là ce sera plus l'administration, ce sera lui en tant qu'individu. Je le dis ici parce que si celui qui comprenne cela, que s'il entend rien devant les tribunaux, c'est parce que nous on aura pardonné. Mais nous avons, sur le plan de la matière dont vous devez poursuivre, il faut qu'il cesse. Il faut qu'il cesse de vouloir transformer le Sud en un Gaza camerounais. C'est-à-dire bloqué, coupé du reste du pays. Ils sont en train, il y a une certaine élite du Sud qui est en train de nuire à la fois aux populations du Sud et à la nation. Ils ont beau jeu de reprendre une formule que le ministre d'État, Ferdinand Oyono, avait employée à l'époque lors d'un meeting en disant que le Sud est le socle granitique. Oui, le Sud est le socle granitique. Mais le socle granitique de la nation camerounaise et non pas d'un individu ou d'un groupe d'individus. Comme toutes les autres 10 régions sont des socles granitiques du Cameroun et de la nation camerounaise. Ce n'est pas le socle granitique d'un parti politique. Ce n'est pas le socle granitique d'un individu. C'est le socle granitique de notre pays. Parce que si le Cameroun est un animal qui, sur le plan administratif, est curieux, c'est un dinosaure à 10 pattes. Donc, le Cameroun est debout parce que chacune de ses pattes est dans une des 10 régions du pays. Que les autorités administratives qui sont en service dans le sud n'accompagnent pas une certaine élite du sud qui est en train d'amener le sud à la perdition, de vouloir monter les Camerounais contre les Camerounais. Ils veulent qu'on haïsse nos frères et sœurs du sud. Nous ne le ferons jamais parce que nous ne faisons pas d'amalgame. Jamais. Je l'ai dit. Au point où un petit malin d'entre eux, quand on se voit, il m'appelle Maurice, il rit. Mais il a commis un crime politique en allant devant le Conseil constitutionnel déformer. Quand j'ai dit, j'aime tellement les boubous que s'il fallait passer au concours pour être boubou de passer, il allait dire que j'ai amené les journalistes. Pendant la campagne, j'avais tenu les mêmes propos à Ibekia, à Bibé, à Pouma et dans d'autres localités. Et pourquoi je les tenais? Parce que c'était dans les localités, quand j'arrivais, les populations me disent on souffre trop ici, parce qu'on nous dit qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous cherchez derrière ce banalité-là. Et je disais aux populations, les vidéos existent. Soit dit en passant, parce que pour ceux d'entre vous, la vidéo existe. Donc ce n'est pas. Je ne veux même pas citer les témoins qui étaient avec moi, mais les vidéos existent. Donc je disais à chaque fois à ces populations, je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Vous êtes mes frères et sœurs, je vous aime au point où s'il fallait passer un concours pour être donc de cette communauté, je le ferais. Partout les populations applaudissaient. Vous voulez donc me dire que
Tout un ministre de la République n'a pas compris ça. Et que les populations... Mais alors, c'est possible, hein, les populations sont très intelligentes. Donc ce n'est pas forcément ceux à qui on donne les gros titres qui le sont. Parce que manifestement, il a bien compris. Et que si, en 2018, ça avait fait illusion, les Camerounais ont compris aujourd'hui. Parce que c'était quelque chose qu'il avait tenu partout. Ce n'était pas ciblé, c'était pas par rapport... D'ailleurs, devant le Conseil constitutionnel, c'est venu dans ma bouche, boum, comme ça aurait pu être n'importe quelle autre région. Donc cette petite élite du Sud, qui est en train de croire qu'elle peut couper le Sud du reste du pays, se trompe. Les populations du Sud, on ne va même pas continuer ici à revendiquer les liens familiaux que nous, les uns et les autres, ont dans le Sud ou pas. Ça compte peu. Ils sont nos frères indépendamment des liens de sang qu'on peut avoir. Ce sont nos frères et sœurs. Ce sont des citoyens camerounais. Je vous ai toujours dit qu'au-delà même du lien de sang, il y a la fraternité républicaine. Je défendrai chaque Camerounais, partout où il se trouve, au prix de mon sang. Et croyez-moi, je le dis ici, je le dis à cette élite du Sud, c'est elle qui se mettra à l'écart d'elle-même, mais pas la population du Sud. La population du Sud prendra part. Elle sera parmi les chevilles ouvrières de la reconstruction du Cameroun nouveau pour lequel nous travaillons. Je vous remercie. I would like you to react to what you saw at Makolo. About what we heard that you were in the government for not being able to handle the situation as they should have. But I also want you to talk about whether you think the population is responsible enough when it comes to choosing the areas where they have to settle. Do you think we need to collectively work towards sensitizing our population on the kind of area they should choose when it comes to looking for a place to settle? And then secondly, Mr. President, talking about the statements that were made by political communicators of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPM, I would like you to come back to that. What do you think should be done? We heard that the CRM political party has taken them to court. What is the essence of taking them to court? Do you think you want them to be sentenced, or you just want them to make a public apology and the matter will be closed? Thank you, Mr. President. Or questions, because there are two of them, I think so. The first one is the way the government handled the Bankolo disaster or situation. What I try to convey is that the government has all the necessary tools to handle such a situation properly. First of all, because there is a particular ministry department called in Cameroon Ministère de l'Administration Territoriale or Ministry of Territorial Administration, with a department devoted to such situation. And I said that the budget of that department is 7.3 billion CFA francs for 2023. In the budget of that ministry, which is around 40 billion for this year. So the way the government handled it is, when you look at it, it is just like we lack means and we're used to handle the situation. So the money is supposed to be there. Why can't you use to handle the situation properly, correctly? So that's why we say it is something shocking. You have another point. The second point was about what? The responsibility of the population. Yes, thank you. Yes, of course there is a responsibility or individual responsibility of the settlers. But again, it is for the government to make sure that the laws are applied. When the plan of the town says that you cannot build a house here, it is for the government or the municipalities or
the minister, I don't know who exactly, but probably the municipalities, to make sure that you don't build a house there. So it is a shared responsibility. Que le problème ici soit qu'un citoyen camerounais qui s'appelle Franck Biya soit allé exprimer sa compassion à ses compatriotes sinistrés dans la détresse. C'est le fait que cela apparaît soudainement à un moment justement où il y a ces spéculations-là autour de lui. C'est tout à fait légitime donc que les gens se posent des questions. Ceux qui aiment tellement parler de récupération politique, pour le coup, si on voulait parler de récupération, les gens pourraient légitimement se poser la question de savoir si effectivement ce n'est pas dans une logique de récupération politique. Parce que pourquoi maintenant, pourquoi là et pas ailleurs? Donc voilà, je pense que c'est comme ça que personnellement je vois les choses. Je me présente, je suis Laurent Roser-Inama. Je travaille pour le quotidien Info à Chaud et également pour la télévision Continental TV. Laurent Roser-Inama. E-N-A-M-A. D'accord. Je vais vous poser juste une question et là je pose la question à l'homme politique. Vous nous avez décrit une situation calamiteuse évidemment dans notre pays. J'aimerais savoir, dans votre cas, sur le 4e point, est-ce que vous ne pensez pas là que c'est légitime désormais de parler d'un coup d'État si évidemment la situation que vous décrivez tout à l'heure, elle est avérée? Est-ce que vous ne pensez pas que là, c'est légitime désormais de parler d'un coup d'État, d'un coup de force? Merci, Président. Effectivement, la situation est préoccupante. Mais je ne suis pas là pour jouer aux pleureuses, aux pleureurs, non. Je suis là déjà d'abord pour attirer l'attention de nos compatriotes sur des situations actuelles extrêmement graves. On aura le temps. L'exercice que nous commençons aujourd'hui va continuer. On va avoir plus souvent des rencontres interactives. La situation du pays est effectivement préoccupante. Et vous me posez la question, est-ce que cela ne rendrait pas légitime désormais un coup d'État? Je vous dis sans hésiter, non, non, non et non 3 fois. Si vous voulez construire des institutions démocratiques, vous ne passez pas par les raccourcis du coup d'État. Nous ne pouvons pas dire, comme la situation est désastreuse, oui, mais pourquoi est-ce que vous, les citoyens camerounais, vous ne pouvez pas, par des moyens pacifiques, arriver à obtenir le changement du gouvernement et vous voulez vous décharger trop facilement sur les militaires en disant vous pouvez faire? Ce n'est pas le rôle des militaires. Laissez nos militaires assumer les fonctions pour lesquelles leur corps a été constitué. Laissez-les dans les casernes. Les militaires, c'est là pour assurer la défense de notre territoire. Et je l'ai toujours dit, n'en déplaise à nos contempteurs qui veulent absolument faire croire qu'ils peuvent nous opposer avec l'armée qu'ils ne connaissent même pas autant que moi. J'ai toujours dit que cette armée le fait, c'est-à-dire assure la défense de nos frontières de façon courageuse, professionnelle et admirable. Moi, je les ai vus à l'œuvre. J'ai vu le sacrifice que ces dames et hommes sont capables de consentir pour leur pays. Laissez-les à cette tâche. Ils sont formés pour cela. C'est le métier qu'ils connaissent. Ne les amenez pas dans la politique. Et je ne voudrais pas qu'on amène la situation d'autres pays dans le nôtre. Parce que chaque pays a son histoire, ses institutions et sa façon d'envisager la construction de son avenir. Je sais que je peux être combattu, être en désaccord avec de nombreuses personnes sur ce point. Mais c'est notre conviction profonde en tant que parti politique, en tant que MRC. Nous ne pouvons pas dire un jour que nous défendons le changement dans la paix et par les urnes. Et dire le lendemain que oui, mais si les militaires, non, nous ne sommes pas encore dépassés. Ce sera le changement dans la paix et par les urnes. Et c'est pour cela que nous vous interpellons, citoyens camerounais, d'assumer votre part de responsabilité en tant que citoyen. Parce qu'en fait, c'est la démission qui vous fait faire ça. C'est-à-dire, on ne veut pas faire. Pourquoi? Le Camerounais ne veut pas aller s'inscrire sur des listes.
inscrivez-vous, allez voter pour dire qui vous voulez comme dirigeant du Cameroun de demain. Dites-le de façon claire, dites-le de façon forte. Et vous verrez que notre pays va changer dans la paix et faire l'économie des périodes de transition nucléaire et tout qui ramène un pays toujours, soit le stop, soit le ramène en arrière. Pourquoi? Parce que pendant la période de transition, c'est une période, que vous l'aimiez, que vous le vouliez ou pas, c'est toujours une période d'incertitude. Ce n'est pas pendant la période de transition que des investisseurs nationaux ou étrangers peuvent venir investir dans l'économie pour créer de la richesse et de l'emploi. Donc vous ne pouvez pas, si vous êtes quelqu'un qui a regardé l'histoire des sociétés sur une longue période comme nous, on nous dit d'ailleurs, quand je dis, je revendique ici le fait qu'effectivement, on dit que nous sommes vieux, oui, bien sûr. Mais donner du crédit à notre vieillesse, c'est qu'on a vu des autres choses aussi. On a une expérience. Et je l'ai dit, je le répète ici. Le jour où on organise des élections libres, transparentes ici, quelle que soit la personne qui gagne, que ce soit même le président en fonction aujourd'hui, ou quelqu'un d'autre, n'importe qui gagne à la régulière, quand on sera le premier à le féliciter. Merci. Mais n'espérez jamais le contraire de moi. Parce que les gens me disent, oui, mais en 2018, s'il devait encaisser ce que non, vous avez volé une victoire, je dénonce le vol. Quand vous aurez gagné à la régulière, je vous transmettrai mes félicitations. C'est aussi simple que ça. D'abord sur l'événement, le tram de Bankolo, j'aimerais savoir que vous puissiez édifier la presse sur ce que le MRC a apporté aux victimes de ce déboulement de terrain. Et puis, deuxièmement, on a souvent vu le MRC se mobiliser en de pareilles circonstances à travers des levées de fonds. Est-ce que le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas prêt à faire quelque chose au lieu de faire simplement le procès du gouvernement qui a pensé à apporter des matelas et à recaser les rescapés de ce sinistre de Bankolo? Maintenant, s'agissant de l'événement des Bolova, l'interdiction de votre manifestation, j'ai envie de vous donner raison que oui, le sous-préfet n'avait pas le droit d'interdire cette manifestation. Mais Président, quelle astuce avez-vous utilisée lors des précédentes cérémonies d'installation des différents bureaux? Pourquoi n'avez-vous pas utilisé la même astuce, ou alors cette astuce ne passe pas par le sud? Merci. Le mot Bankolo, qu'est-ce que le MRC a apporté aux victimes? Nous avons l'habitude de lever les fonds. Est-ce qu'on va le faire au lieu de blâmer le gouvernement qui fait l'effort d'appeler des choses? Voilà le langage avec lequel vous avez tué les Camerounais. C'est-à-dire que pour vous, le gouvernement est toujours en train de faire des efforts. Non, monsieur Annie, réveillez-vous. Le gouvernement est là pour faire ce pourquoi les Camerounais l'ont placé. C'est pas que nous, on a été très gentils, on a même fait l'effort d'aller là-bas. Non, on ne vous supplie pas. Vous devez le faire, si vous ne le faites pas dehors. On dit que là, c'est comme ça. C'est une éducation que vous devez nous aider à impliquer dans la société. Que ce soit moi, enfin nous, le MSC ou d'autres. Vous devez dire, monsieur, vous êtes là pour servir et travailler pour le peuple camerounais. Si vous ne voulez pas, si vous ne pouvez pas, la porte est ouverte. Donc ne commencez pas par me dire, comme le gouvernement, il a fait quoi? L'argent là sort de sa poche. Vous demandez, le MSC là, le MSC va sortir de sa poche. Parce que nous allons, même si nous lançons l'appel, c'est nos militants et nos sympathisants. Là, ce sont des fonds publics auxquels vous contribuez, auxquels moi je contribue. En tant que citoyen, sans chapelle politique. Voilà la différence, monsieur Anaba. Commençons peut-être par... Vous êtes très intelligent, mais je veux quand même, malgré tout, puisque vous jouez à l'idiot, on va commencer donc par votre éducation politique. Ouais, je m'excuse de dire comme ça. Vous êtes intelligent, je le sais, mais vous voulez jouer à quelqu'un qui n'est pas... Non, ne jouez pas à ce jeu-là. C'est vous les jeunes. Vous-même qui dites que nous sommes vieux, vous croyez qu'on va rajeunir? Non, on va seulement partir. Et on va vous laisser ce pays-là.
Vous croyez qu'en rusant comme ça, c'est avec ça que vous allez faire quoi? Rien du tout. Rien, monsieur Anaba, que personne ne vous trompe. Tous les combats que vous êtes en train de livrer aujourd'hui, dont nous connaissons aussi les tenants et les aboutissants, très bien, chacun est libre de faire livrer ses combats. Mais on ne va pas mettre ce pays en ordre de bataille pour affronter les défis de l'avenir dans cet esprit-là. Ni dans le tribalisme et dans la division, ni dans la capacité à tordre la vérité pour essayer de dire que c'est non. Voilà. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes allés d'abord pour apporter notre réconfort et notre compassion à nos populations, à nos frères et sœurs éprouvés. C'est la démarche normale, d'abord d'un citoyen, de n'importe quel citoyen, mais à plus forte raison d'un dirigeant politique. On ne va pas toujours, on ne doit pas toujours se déplacer avec des camions de nourriture ou de brasserie pour qu'on sache, pour aller faire la compassion. Après tout, monsieur Anaba, nous sommes Camerounais et Africains. Quand il y a un deuil chez vous, est-ce que tous ceux qui viennent vous rendre visite là pour le deuil viennent avec des régimes de plantains et des chèvres? Peut-être le jour où on programmera les funérailles, mais ce jour-là, ils viennent d'abord essuyer vos larmes, non? Hein, monsieur Anaba? Ah, concédez-moi au moins ça. Hein? Mettez le braquet, le machin, celui qui dit oui, quand même. Ouais, monsieur Anaba. Oui, on va d'abord essuyer les larmes. Maintenant, en tant que parti, nous allons nous organiser, comme vous l'avez dit. Je l'ai dit aux populations là-bas. Monsieur Anaba, vous m'avez écouté, je le sais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que personne ne peut remplacer l'État. Et nous ne sommes pas venus ici vous faire des promesses fallacieuses. Mais nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons apporter notre comprimé de quinine pour les survivants. C'est tout.